La vérité, c'est que Vanessa est authentique. Et ma conversation avec elle aussi. J'ai pu voir en elle des énergies qu'on ressent quand on la voit sur scène, des vérités qui sont là sous nos yeux, mais qu'on ne parviendrait pas à décrire. Pendant 1 heure, j'ai eu l'impression de parler avec une amie, voire de me parler à moi-même. Vanessa est européenne malgré sa nationalité canadienne. Elle se pose les questions que je me pose et que vous vous posez certainement. Qui suis-je ? Comment je peux m'améliorer ? Qu'est-ce qui me définit vraiment ? Sauf qu'elle, elle le fait avec humour et c'est chouette. Avec Vanessa, on a parlé de thérapie, de BDSM et de whisky. Bonne écoute. Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. Vanessa Lépine, bonjour et merci de m'accueillir à Lausanne. Nous sommes aujourd'hui autour de la table d'Européenne pour parler de ton parcours, de ta vie, qui est faite de rencontres, de hasards, mais aussi d'initiatives et de choix puissants. Tu es née le 28 août 1987 et tu as grandi à Saint-Hubert, à Montréal, au Québec. Plus tard, tu vas décider de tenter l'aventure européenne à Marseille dans le cadre de tes études en marketing. Puis vient une première rencontre avec un jeune homme pour lequel tu vas décider de tenter une autre aventure européenne, celle de la Suisse allemande. Bravo à toi. Merci. Ensuite, tu vas troquer l'amour pour l'humour puisque vous vous séparez, mais tu décides quand même de rester à Zurich, ville dans laquelle tu t'es installée depuis maintenant aujourd'hui 9 ans. Tu dis souvent que la Suisse te permet d'être quelqu'un de meilleur sans trop d'explications rationnelles. Pourtant, avec un regard extérieur, ta traversée suisse est assez remarquable. En 2018, tu vas participer à ton premier workshop dans lequel tu découvres les rudiments de la comédie et du stand-up. En 2019, tu décides de quitter ton poste de gestionnaire en communication pour entreprendre. En 2020, tu te rends compte que pratiquer le stand-up en Suisse est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes ouvertes. Donc tu vas créer ton propre comedy club, le Comedy Club 13 de Lausanne. En 2021, tu fais un passage au Montreux Comédie Festival, qui est quand même le festival francophone de l'humour par excellence. En 2022, tu crées un workshop pour former à la prise de parole en public. Et en 2023, tu écris et tu joues ton premier spectacle d'1 heure. En fait, toutes ces réussites font certainement de toi une personne meilleure, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu pourrais dire que c'est la Suisse qui t'aide dans ce développement ? Et là là, est-ce que c'est la Suisse qui m'aide? Je pense que j'ai plus d'opportunités en Suisse par rapport au stand-up, là, disons. À Montréal, c'est une scène qui est déjà très établie, tandis qu'ici, c'est facile d'avoir un impact assez rapidement. Donc, je pense que c'est probablement une des choses qui me motive à, justement, d'avoir créé l'Open Mic de Lausanne, qui est devenu par la suite le Comedy Club 13, parce que ça avait un impact, ça l'aidait concrètement les autres humoristes, ça m'aidait moi aussi concrètement. Donc, je pense que c'est ce système-là en Suisse qui a fait que ça m'a poussé à le faire plus rapidement. Puis pour ce qui est, par exemple, le Montreux, il y a plus de Suisses c'était qu'une première partie que j'avais faite. Mais il y a plus de Suisses qui font les premières parties justement parce qu'on est locaux puis parce qu'ils veulent avoir des humoristes suisses aussi en première partie. Donc, encore une fois, je trouve que c'était une opportunité que j'avais plus parce que j'étais en Suisse. Et pour ce qui est de l'humour, c'est ça, je reste beaucoup en Suisse. Je dois avouer qu'il y a une partie de mon cœur qui est restée à Montréal depuis mon passage cet été. Mais c'est que en Suisse, à ma connaissance, même en Europe, je suis la seule femme québécoise qui fait du stand-up basé en Europe. Fait que je crois que ça me permet vraiment de me distinguer. Puis, je suis bien ici, j'ai beaucoup d'amis et tout. Je suis bien intégrée quand même. Ok. Et justement, comment tu pourrais un petit peu décrire le passage du Québec à l'Europe et puis comment tu l'as vécu en fait finalement ?
Oh là là! Donc, ben, c'est ça, je viens de Saint-Hubert, qui est sur la rive sud de Montréal. J'étudiais à Montréal, j'étais toujours à Montréal. Et j'ai rencontré Michael, qui était mon premier copain. J'ai déménagé en Suisse pour lui. Puis lui, il habitait à Buren an der Aare. Oh mon Dieu! C'est un petit village de 3500 habitants dans le canton de Berne. Fait que le clash Montréal-Buren an der Aare, il a été assez intense. Puis tu sais, je suis une fille de ville, là, donc j'avais besoin... Il y a un pub dans le village. Avec tout le temps les mêmes personnes. Tout le temps les mêmes personnes qui boivent les mêmes trucs, aux mêmes endroits, aux mêmes heures, tout le temps. C'est fou! Finalement, si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as pas succombé à la tentation du pub. Écoute, j'y étais, je trouve que c'est des personnes qui étaient vraiment incroyables, patientes, généreuses. Il y en avait très, très peu qui parlaient le français ou l'anglais. C'était beaucoup suisse-allemand, puis ils prenaient le temps de s'asseoir avec moi puis d'investir leur énergie pour entrer en connexion avec moi. Donc, j'étais très reconnaissante par rapport à ça. J'ai appris des chansons en suisse-allemand pour connecter avec eux. Mais j'avais besoin de plus. Puis, je me suis trouvé rapidement un job à Zurich. Puis là, j'allais à Zurich. Puis, je me sens un petit peu plus chez moi ici. Ça me faisait du bien, justement, d'être à Zurich. Puis, au moment où on a rompu, ben, j'ai décidé de m'établir à Zurich parce que, de toute manière, j'avais un job à Zurich parce que Zurich, Buren an der Aare, là, c'était 2h30, voire 3 heures de voyagement. Un aller. Donc, je faisais beaucoup de voyagement. Beaucoup de route. Ouais. Et la ville te correspond mieux parce que justement, t'aimes cette émulation, le fait qu'il y ait du monde dehors. Enfin, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette ville-là? Je la trouve belle. Le lac Zurich, il est merveilleux. Aller courir sur le bord de la Limmat, je fais du jogging. C'est un de mes endroits favoris au monde. Puis j'habite à côté de Lutliberg, donc je peux le monter. Après ça, j'ai tous mes amis, mais j'ai changé beaucoup d'amis. Je suis une personne qui va beaucoup avec le flow. Je pense que j'ai changé 3 fois mon cercle d'amis depuis que je suis arrivée, mais là, je pense que j'ai jamais été autant moi-même que je le suis en ce moment, autant consciente de qui je suis. Donc là, je crois que je m'entoure vraiment de personnes qui m'aiment moi pour qui je suis et pas pour ce que je cherche à projeter. C'est des belles relations qui sont basées sur la connexion, la vulnérabilité. Puis, mais j'en ai aussi en Suisse romande. Mais ouais, donc je suis bien, j'aime beaucoup. Puis c'est ce que je dis souvent, pour moi, un lieu, c'est plus les personnes que le lieu en soi. Là. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Zurich. Après, je sais aussi que t'aimes beaucoup Montréal, puisque tu y vas souvent pour voir ta maman. C'est ce que tu mentionnes sur ton site internet. C'est super mignon. Et surtout, tu as commencé, en fait, le stand-up en anglais. Oui. Puis, tu as fait un premier passage en français à Montréal pour ta maman, puisqu'elle parlait pas anglais. Ouais. Donc, c'est hyper cute, comme vous dites. À Montréal, c'est cute. C'est cute. Et donc, tu es aussi passé au Montreux Comedy Festival en 2021, donc devant un public francophone. Ouais. Donc, tu es passé de l'anglais, du français pour ta maman, puis devant des publics beaucoup plus importants. Est-ce que tu penses que l'humour, en fait, c'est un langage universel? Est-ce que l'humour est un langage? Ben, mes blagues, moi, je joue encore dans les 2 langues. Donc, il y a possibilité de le faire. Il y a certaines références des fois, mais je pense la connexion à travers le rire est universelle. Puis c'est d'ailleurs ça que j'enseigne pas pour plugger mon workshop, mais c'est ça beaucoup. Tu sais, lorsqu'on est dans une grosse conférence, si tout le monde se met à rire, ça veut dire que toutes les âmes, tous les cerveaux, toutes les émotions se sont connectées en même temps, puis on a tous été d'accord sur ce point-là. C'est pour ça que l'humour unifie tout le monde. Est-ce que c'est universel? Je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de mes vulnérabilités. Donc, pour l'instant, dans tous les pays dans lesquels j'ai joué pas tant, là, j'ai France, Suisse, Belgique, Écosse, puis Canada. Mais quand on parle de sa vulnérabilité, on parle de soi, mais les personnes s'y retrouvent. J'ai des amis qui ont des types d'humour un peu plus observationnels, où ils vont comparer, par exemple, la Suisse et la France. Je pense à Nord Betrave, qui est un très bon ami à moi, un humoriste. Puis j'ai essayé de l'aider avec ses blagues. J'étais comme, écoute, je sais qu'elle fonctionne, mais j'ai aucune de tes refs. Donc là, tu vois, ça, c'est un humour qui voyage un petit peu plus difficilement. Mais ouais, je crois que partout, on a besoin d'humour. Puis, comme tu dis, dès que l'énergie se connecte, il se passe quelque chose dans une salle, je pense que pour toi, c'est porteur. Pourtant, donc justement, pour ta première partie, mais moi, j'ai dit passage parce que c'est quand même un beau passage, au Montreux Comedy Festival, t'as eu énormément de commentaires négatifs. D'ailleurs, t'en fais un sketch et quand je t'ai vu passer sur scène, t'en parles.
Tu le prends avec beaucoup de recul, d'ailleurs, c'est super chouette, mais c'est des commentaires, du coup, de mecs désobligeants qui disent qu'une nana dans le stand-up qui parle de sexe, c'est du vu, du déjà revu, du recraché, nana. Des mecs, d'ailleurs, qui passeront jamais sur scène parce qu'ils auront jamais le courage, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Justement, comment t'as fait, en fait, pour, après ce passage et puis ces commentaires, rebondir et puis te dire, allez, c'est l'énergie collective dont j'ai envie, quoi. Le déni. J'ai vu un peu qu'il y avait des mauvais commentaires, puis j'ai fait, écoute, est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie? Puis je me suis dit non. Puis c'est ça que je comprends pas, les personnes sur YouTube, ils se cachent devant un nom d'utilisateur, une photo qui n'est pas la leur, puis tu sais, j'étais une première partie, j'étais devant une salle qui était froide, elle avait pas été réchauffée du tout, les lumières étaient encore allumées, on voyait tout le public, c'est 1700 personnes. Moi, je venais juste de commencer le stand-up, il y a pas trop le contexte. Puis après ça, les personnes pensent que moi, je fais le numéro, clamant que je suis la meilleure au monde. C'est comme, ben non, comme, ayez un peu d'empathie. Vous savez pas là, quel est le parcours, vous savez pas le contexte ou quoi que ce soit. J'aurais aimé ça qu'ils disent première partie du gala en question, mais tu sais, je débute, je sais pas pourquoi, dès que c'est sur YouTube, il faut que ça soit la meilleure chose au monde, puis après ça, ils vont te comparer à « Ouais, mais là, arrête, là, tu sais, c'est pas Louis C.K. » Ben non, parce que je débute, là, puis je suis pas Blanche Gardin non plus, je suis ma propre personne, puis j'avance tranquillement. Puis, ouais, j'ai juste appris, faut arrêter. Mais il y a certains commentaires, tu sais, j'étais en accord avec certains commentaires négatifs aussi. C'est pas faux. Mais non, mais il y a des blagues que j'étais comme, ben, je suis d'accord avec vous, c'était pas top, mais à ce moment-là de mon développement, c'est ce que j'avais. Puis c'est ce que j'ai fait sur scène. Là, je crois que mon stand-up a quand même assez évolué par rapport à ce que j'ai fait lors de ce passage-là. Mais c'est ça, c'est le processus, puis les personnes sur YouTube apprennent à être plus gentilles, là. Je sais pas, ça sert à quoi, là, de cracher votre haine comme ça sur quelqu'un qui a rien demandé, là, mais ouais, donc je lis pas les commentaires, c'est... Ok. Donc finalement, c'est super de pouvoir passer au-dessus parce que, enfin vraiment, moi quand j'ai vu ça, donc je regarde la vidéo parce que je me suis renseignée justement avant de te voir. Et puis t'en avais parlé sur ton passage, donc on s'est vu voilà à Genève. Et je me suis dit bah non, enfin ça va pas d'être comme ça. Voilà, et comme tu dis, je trouve que c'est désobligeant et puis c'est de la haine gratuite pour rien. J'ai l'impression aussi que du coup tu passes au-dessus, que voilà tu m'as aussi dit dans on a échangé quelques mots et tu m'as dit que tu parlais volontiers de thérapie. Est-ce que justement ça fait partie, tu dis voilà il y a 5 minutes tu as dit j'ai l'impression j'ai jamais été autant moi-même qu'en ce moment. Est-ce que tu sens que justement le stand-up et puis le fait de passer devant du monde, de confronter des gens haineux ou quoi que ce soit, ça t'aide à en fait à te libérer de certaines choses? Ouais, ben de un, je reçois pas trop de haine dans ma vie. C'est plutôt bien. En stand-up, ce qu'on a de pire, ce serait peut-être l'indifférence, là. Surtout c'est pas comme, je pense à Londres, là, il y a des personnes qui feraient ouh, bouh, bouh. On n'a pas trop ça. Le public, surtout suisse, il est assez poli, il se veut assez bienveillant, donc ça va pour ça. J'essaie d'être moi-même. J'ai encore beaucoup de trucs sur lesquels je dois travailler, mais j'en suis consciente. C'est ça le bizarre. Tu sais, je suis comme, je suis très insécure, je me sens pas très bien, mais je constate mon insécurité. On fait quoi de ça? Bon, un sketch. C'est pas mal comme ça, mais c'est beaucoup ça, moi, mon processus d'écriture. Je vais beaucoup dans ma vulnérabilité, je vais où est-ce que ça me fait mal, puis j'essaie de travailler là-dessus. En ce moment, je ne peux pas faire de thérapie parce que c'est vrai la blague où je disais que c'est ma mère qui payait pour ma thérapie. Puis là, ma maman, elle est retraitée, donc elle a plus trop le budget, mais j'essaie de me trouver des jobs des petits contrats de consultation ici et là pour éventuellement recommencer la thérapie parce que je constate que j'en ai quand même encore de besoin. Bah, je pense que t'es pas la seule et justement moi mon podcast je l'ai lancé dans l'idée de découvrir qui je suis, tu vois, et des discours comme ça ça permet justement aux gens qui nous écoutent et même à moi de me dire ok je sais pas, une thérapie ou alors de l'écriture peut être hyper salvateur. Est-ce que tu penses que pour toi créer justement c'est un des piliers de la libération? Ben, j'avais une discussion justement avec des personnes cette semaine par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent faire du stand-up, la scène c'est ma thérapie, la scène c'est ma thérapie. Je crois qu'il faut avoir fait le travail déjà à l'avance, puis
la scène, la blague qui fonctionne sur ça, ben c'est comme le point à la fin de la phrase qui fait comme OK, là j'ai réussi à passer au travers tout ça. Mais je commencerai jamais, puis j'ai vu ça à plusieurs reprises justement, des humoristes ils viennent de divorcer, puis là ils montent sur scène, ils parlent de son divorce, ça crée le malaise parce que le public il est pas prêt. Ils disent souvent le public veut voir tes cicatrices mais pas tes plaies ouvertes. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui te fait mal, il faut que tu passes au travers puis que tu guérisses. Puis après ça, ils vont comme le sentir que, OK, là, ça va. Puis le public, pour moi, c'est pas une confrontation. À vrai dire, c'est eux qui me disent lorsque je suis réellement moi ou pas. Moi, je trouve ça pratiquement magique. Tu parles avec une personne, c'est normal, mais un groupe, une audience, elle va ressentir immédiatement si tu es honnête dans ce que tu dis ou pas. Puis des fois, je vais tenter des blagues, puis je vais pas avoir les résultats que j'espère. Puis OK, c'est parce que j'étais pas réellement moi, c'est pas vraiment moi, c'est pas comme ça que je suis perçue. Puis donc, ils m'apprennent beaucoup de choses à mon sujet. Donc en fait, c'est un peu un détecteur de mensonges, quoi. Ouais, quand même. Okay. Ou du moins pour moi, là. Je peux pas parler pour les autres humoristes. Par rapport à cette création, j'ai donc écouté un podcast dans lequel tu interviens et tu dis pour toi le meilleur moyen de créer c'est de prendre une feuille blanche et de commencer par la vérité c'est que 3 petits points. Donc si je te pose la question aujourd'hui à 11h31 la vérité c'est que la vérité, c'est que c'était un de mes thérapeutes un psychologue qui m'avait demandé de faire cet exercice-là, exercice que je ne fais plus. Mais j'écris quand même beaucoup. N'importe quel artiste connaît The Artist's Way. C'est un livre que tous les artistes ont. Puis, il nous recommande de faire les morning pages, les pages du matin, où tu écris 900 mots. Puis sans contrôler ce que tu écris, c'est juste l'écriture libre. Puis ça te permet de vider la tête. Donc ça, je continue à le faire. Puis pour l'écriture, mais c'est étrange, j'ai des concepts dans ma tête, j'ai des angles, j'ai des trucs que je veux dire, puis souvent, il faut juste que je les garde dans ma tête. Puis c'est souvent dans les brumes du sommeil que les idées me viennent. Mais je déteste ça parce que on se dit au début, ben je vais m'en rappeler, c'est une évidence. Puis après, tu t'en rappelles pas. Fait très, très souvent, je suis comme, merde, puis que tu te réveilles, la lumière de ton téléphone éclaire ta chambre, puis tu prends des notes de blagues. Des fois, tu es comme, waouh, c'est génial, c'est hilarant. Puis là, tu relis le lendemain matin, c'est, oh que non. Mais donc, c'est beaucoup comme ça que je vais écrire. J'écris une blague, j'ai un angle, disons, fait que j'essaie d'écrire la blague, je vais monter sur scène à un open mic, une scène ouverte, puis je vais avoir probablement un mot qui décrit la thématique de la blague, puis un mot qui est la punchline. Puis je vais la dire relaxée, juste voir comment elle me vient en bouche. Puis après ça, je vais réécouter et je vais réécrire et ajuster le texte que j'avais écrit au début. Et là, je vais voir quels mots je peux enlever. Est-ce qu'il y a des endroits où je peux ajouter des blagues pour rendre ça plus efficace après ça sur scène. Donc vraiment, l'open mic, c'est ton espace et tu t'en sers vraiment comme... Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des humoristes en fait qui y aillent avec déjà des blagues très très écrites. Alors j'imagine que c'est pas le but. Non. Est-ce que justement tu peux un peu expliquer le principe de l'open mic et puis toi ce que t'en fais pour ta création? Oui. Mais tu sais, arriver avec des blagues qui sont très très écrites et très très près, je pense que c'est très propre aux humoristes qui débutent en humour parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette sécurité-là parce qu'on se jette quand même devant un public et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Mais plus tard, l'open mic, pour moi, c'est vraiment, OK, j'ai ce concept-là, la blague n'est pas totalement écrite. Ou sinon, j'ai déjà quelques idées de punch, mais est-ce qu'il y a un potentiel? Donc, moi, j'aime mieux me prendre un demi-bid à un open mic avec du nouveau matériel que de retourner la salle avec un matériel que je sais fort à un open mic. Pour moi, ça serait une perte de temps. Parce que je suis là pour tester des trucs, tester des angles, puis voir si je peux faire un callback d'une blague à l'autre et des trucs comme ça. Les open mic, le format habituellement, c'est à peu près 5 minutes. C'est ce qu'on offre à l'open mic de Lausanne, un format de 5 minutes. Mais là, je trouve ça génial, surtout dans la scène anglophone en Suisse. On commence à développer des soirées où, il y en a une d'ailleurs qui s'appelle « Is this anything? » Est-ce que c'est quelque chose? Et on a le droit jusqu'à 20-30 minutes juste de nouveau matériel. Donc, le public le sait et moi, je peux arriver avec mon carnet. OK, bon, commençons avec la première thématique et quand je sors de là,
ça fait du bien, j'ai l'impression que ma tête s'est libérée complètement. Donc, l'open mic, c'est vraiment à tester des blagues, voir ce qui fonctionne pas. C'est sûr que si on voyage, par exemple, si je vais à Barcelone, il y a une belle scène en anglais. Je vais à Barcelone, les premières fois, je vais faire des open mic, mais je vais y aller avec du matériel sûr. Comme ça, ils vont voir mon niveau, puis comme ça, je vais pouvoir peut-être faire des spectacles qui vont me payer un peu. Mais sinon, en tant qu'humoriste local, si je vais sur un open mic puis je fais du matériel que je sais qui fonctionne, ben c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et justement, l'open mic, comment tu te sens sur une scène d'open mic avec toi et tes concepts et puis le public? Quel est le ressenti C'est la maison. Je sais pas, moi, je suis contente, là. Des fois, des journées où j'ai vraiment pas envie. Puis je suis comme, je suis fatiguée et tout. Puis là, j'arrive sur scène, puis finalement, à force d'avoir de l'échange, puis de voir que ça se passe bien, je trouve ça cool. Mais c'est cool, c'est drôle parce qu'on a 2 séances à l'Open Mic de Lausanne, 19h30 et 21h. Puis, par exemple, cette semaine, à 19h30, il y avait plus de personnes, mais le public froid. On a à peine réussi à le briser. Donc, c'est long. Mais moi, je trouve ça un peu drôle. Même moi, là, tu sais, on se frappe tous les humoristes un après l'autre à un mur parce que le public, il réagit pas. Et après ça, le public sort. Wow, c'était une belle soirée, merci, on va revenir. Puis, OK. Puis la deuxième séance, là, le public était très chaleureux. Ils ont joué avec nous et tout. Puis je trouve ça génial comme exercice d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on a 2 séances, de voir que tu peux être dans le même lieu, la même journée, mais juste un public différent et ta blague va être reçue d'une manière complètement différente. Ce qui peut être hyper, du coup, angoissant pour les débutants, justement, de voir que d'un public à l'autre, une blague peut avoir une réception totalement différente. Pourtant, j'ai l'impression que dans ta bouche, c'est vraiment rassurant. Et j'ai un peu une idée, tu vois, je sais pas si tu connais le concept de la chambre à soie. C'est Virginia Woolf, donc c'est une écrivaine féministe qui explique que justement les femmes qui créent, elles ont besoin d'un espace, donc la chambre à soie, à elle, qui est vraiment séparée des injonctions. Donc souvent c'était à l'époque les mères de famille, s'occuper des enfants et tout, on mettait ça de côté, et puis elles avaient leur chambre à elles pour créer. Est-ce que toi, la scène, c'est vraiment ce concept de chambre à toi? Je pense que c'était plus mon appart à Zurich. Ouais. Ça serait ça. C'est avec mon laptop entouré de mes trop nombreuses plantes. Ça serait plus là, cet endroit-là qui est une espèce de chambre à moi. L'Open Mic de Lausanne, le Comedy Club 13, je suis très à l'aise parce que c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai créé. Là, fait. Puis ça m'a fait du bien justement d'avoir cette scène-là où je devais rien à qui que ce soit. Il n'y a pas de booker, il y a personne qui organise, à qui je dois une bonne blague, je peux le faire juste pour moi, puis ça me faisait du bien d'avoir cet espace-là. Mais oui, mais est-ce que c'est rassurant? C'est difficile de faire du stand-up, puis il faut apprendre à jouer devant tout type de public, devant tout type de salle, puis moindrement qu'il y ait un public qui est froid, c'est une opportunité d'apprendre à jouer puis à casser un public qui est froid pour devenir un meilleur humoriste. Fait. Moi, je le prends relativement bien, ouais. Oui, comme ça. Après, j'ai cru comprendre dans ton profil, mais peut-être que c'est faux, mais j'imagine, avec tout ce que tu as mis en place, les initiatives que tu fais, alors il y a aussi le fait que tu as de l'asthme et que tu as fait un triathlon, ce qui est quand même assez génial. Est-ce que tu as le besoin, en fait, de repousser un petit peu les limites? Ouais, le triathlon, tu vois, je l'ai fait après avoir rédigé mon mémoire de maîtrise de la Suisse, alors que je travaillais à temps plein, puis j'étais en recherche d'appartement. Donc, j'arrivais vers 6h, 6h30 au bureau et je travaillais sur mon mémoire jusqu'à 9h. Après ça, je commençais ma journée de travail de 9h à 18h. Puis après ça, de 18h à, disons, 21h, je travaillais encore sur mon mémoire de maîtrise. Après, j'allais chez moi, je dormais, puis je répétais, j'ai fait ça pendant des mois. Puis après ça, je me suis dit, vu que je viens de faire un défi hautement intellectuel, j'avais besoin de faire un défi hautement physique. Je voulais avoir la balance. Donc là, j'ai dit, je vais faire un triathlon. Donc là, j'ai aucune des disciplines dans lesquelles j'étais bonne. Là, comme vous dites pas bonne, hein, ça c'est très québécois. J'excellais dans aucune des disciplines. J'avais jamais vraiment couru, donc j'ai commencé à faire un demi-marathon. Après, j'ai fait des cours de nage.
Je sais toujours pas le crawl. Je fais la brasse. Bon, c'est bien. Mais j'assume, mais tu vois, ça, c'est un des trucs que j'ai appris, d'être gentille envers moi-même. J'ai fait 2 cours pour faire le crawl. Quand j'étais plus jeune, j'avais passé un peu proche de me noyer, donc j'ai appris à nager à 7 heures, puis l'idée d'avoir de l'eau sur le visage constamment, puis de ne pas voir où je vais et tout, mon cerveau, il a fait non, puis c'était... Le triathlon approchait, puis je me suis dit, écoute, et si je me laissais juste faire le triathlon avec la brasse au lieu du crawl? Est-ce qu'on peut juste avoir cette douceur-là? Parce que déjà, là, je fais un triathlon. Donc, j'ai accepté ça. Puis le vélo, ouais, ça s'est bien fait aussi. Puis, j'ai fait mon triathlon. Mais c'est une distance olympique. Donc, c'est 1,5 de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. C'est déjà plutôt bien quand même. Oui, mais ça va, mais c'est relativement accessible, je dirais, quand même. Mais je savais que la course, elle était pour être difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est pour chaque kilomètre, j'avais écrit sur mon avant-bras le prénom d'une personne qui m'était chère, puis je dédiais 1 kilomètre par personne. Puis le dernier, il était pour moi. Et... C'est quand même un beau geste de se dédier le dernier kilomètre. Ouais. T'es allé au bout, j'imagine. Oui, je l'ai Génial. fait. Génial. Est-ce que t'as ressenti vraiment de la gratitude quand t'es arrivé justement avec ce dernier kilomètre qui t'était dédié et tu t'es dit, ok, je l'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé en Oui, j'étais contente. Mais là, ça, c'est un des trucs sur lesquels je travaille en ce moment. Parlons de vulnérabilité. J'ai beaucoup de problèmes à célébrer mes accomplissements. Parce que je me dis, je l'ai fait, donc c'était possible. Donc, pourquoi est-ce que je célébrais tant que ça? Parce que ça a été fait. Ok. T'aurais tendance à aller chercher l'impossible ou... Ben, je sais pas. J'ai beaucoup discuté, à reconnaître. Puis je fais, ok, bon, ben, demain, c'est une autre journée, mais je peux raconter rapidement une petite histoire, mais j'ai fait ce triathlon-là, puis j'ai continué à faire mon entraînement. Puis c'était peut-être 1 semaine plus tard, et je me suis cassé la main. Là, je pointe une grosse cicatrice que j'ai sur ma main gauche. Un accident de vélo. Ça a fait que j'ai dû arrêter de travailler pendant environ 2 mois. Okay. Puis ça a été la meilleure chose qui s'est passée de ma vie. D'accord. Parce qu'avant, j'étais toujours dans la production. Je travaillais, je faisais le triathlon, je venais de commencer le stand-up et tout. Et là, j'ai commencé à bider au stand-up. Donc, ça se passait pas bien avec mes nouvelles blagues. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus m'entraîner. Donc, j'étais comme, je suis qui maintenant? Parce que j'ai toujours été... Je suis ce que je fais. Et là, j'étais plus rien. Mais mes amis étaient quand même là, puis ils m'aidaient. Donc, je me suis rendu compte que j'avais quand même une valeur qui ne dépendait pas de ce que j'accomplissais dans la vie. Puis, après ça, quand je suis retournée au travail, ça fonctionnait plus dans ma tête. Là. Je disais, non, mais ça peut pas être ça, la vie. Là. Une belle journée, là, je sais pas si tu as eu un emploi plus corporatif, mais OK, gestion de projet au mois d'août, quand tout le monde est en vacances, que tu peux rien faire, mais que tu es enfermé dans un bureau pour faire acte de présence parce qu'ils te payent pour être là. Ils te payent à coup d'heure pour que tu passes ta vie là, même si tu n'as rien à faire. Puis moi, j'étais comme un hamster dans une cage. Là. Puis ma collègue dit, il faut que j'aille dehors, il y a un beau soleil. Mon ami dit, va faire 2 heures de pause, là, puis il revient après. OK. Puis j'allais à l'extérieur, puis je veux plus que ça soit ça, la vie. Puis ça l'a fait que j'ai quitté mon emploi, puis je suis devenue travailleur autonome. Ok, donc c'est vraiment suite à ton accident où tu t'es posé les bonnes questions. Mais j'imagine que ça a été quand même un moment difficile, surtout si c'était l'été. Et est-ce que c'est vraiment tes amis qui t'ont permis de passer au-dessus? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont vraiment aidé ou... Oh non, c'était mes amis. Parce que c'est fou, hein, mais une main, là, quand il t'en manque une, il y a plein de choses que tu peux pas faire. C'est vrai que c'est horrible. Des frustrations, là. Genre, je pouvais pas me faire une queue de cheval. Oui. Attacher tes cheveux, là, puis j'ai les cheveux ultra longs, là. Tu peux pas attacher tes cheveux. Essaye. Une main, non. Une main, c'est pas possible. J'ai essayé, j'ai cherché des tutoriels sur YouTube. Ouais! J'étais comme, il doit bien avoir quelqu'un qui... Puis il y avait une meuf qui avait trouvé un truc parce qu'elle était amputée d'un bras, puis j'étais comme, hey, chapeau. Non, mais mais c'est ça, puis tu sais, c'est des frustrations comme ça. Il y a d'autres trucs pour lesquels je m'étais débrouillée, comme j'avais installé des ficelles sur les fermetures éclairs de mes robes. Ouais. Donc là, j'avais juste à tirer sur la ficelle, puis comme ça, je pouvais continuer à porter mes robes. Mais tu sais, j'ai pas de lave-vaisselle. Ouais. Donc, essaye de laver un bol quand t'as juste une main. Tu fais juste promener un bol dans un lavabo. Tu sais, j'étais à l'épicerie, puis j'achetais, disons, un concombre, puis là, il était emballé dans du plastique. Je regardais la caissière, est-ce que tu peux désemballer mon concombre, s'il te plaît, parce que j'y arriverai pas sinon, là.
Ouais, donc en fait, tu t'es rendu compte que les amis, c'est important dans les bons oui. moments, quoi. Ben oui. Et puis il y en a qui venaient chez moi, puis là, ils me faisaient à manger. J'appréciais beaucoup. Puis je il va falloir que tu fasses la vaisselle aussi. Attends, reste là. Il reste la vaisselle, le ménage. Ben le reste, ça allait, mais la vaisselle, Ouais, non, c'est pas possible. Au début, j'avais pas le choix, là, mais... Puis c'est drôle parce que j'avais une plaque de métal, c'est pour ça que j'ai eu l'opération, et ils ont enlevé la plaque de métal. Et là, c'était une anesthésie locale que j'avais, fait que j'étais encore très réveillée. Et là, en tant qu'humoriste, quand il y a trop de tension, moi, ce que je fais pour la désamorcer, ben je fais des blagues. Donc, j'avais fait une playlist pour le chirurgien. Oh, merde. Une playlist avec des chansons avec le mot « main » dedans. C'est comme Beatles, « I wanna hold your hand ». Puis là, je leur ai dit. Et là, avant de commencer à opérer, le chirurgien dit « Ouais, ben j'aurais besoin de musique. » Puis là, il m'aurait regardé. Fait que là, j'ai fait jouer la playlist. Excellent. Et alors, ils ont adoré. Oui, ils ont vraiment adoré. On trouve ça très, très drôle. Là. Excellent. Donc, vraiment, l'humour, ça te permet aussi de désamorcer la tension quand tu sens qu'il y a une situation un peu gênante, qui est tendue. Ben, si c'est gênant, peut-être pas, parce que j'aime beaucoup The Office. Okay. Donc, c'est un humour très cringe. Fait que quand c'est très malaisant, je peux trouver ça très drôle, puis je veux rester dans le malaise, comme « Oh là là! » Mais si je suis nerveuse, s'il y a de la tension, je vais faire plein de blagues, puis je me déteste pendant que je fais ces blagues-là, parce que c'est jamais des blagues de bonne qualité, là. C'est juste, je vais essayer de qu'il n'y ait plus de tension en ce moment. Je m'excuse, je me contrôle pas trop. Ouais, ok. La tension, t'aimes pas ça? Ben, non, mais c'est pas de la tension plaisante toujours, là. Je sais pas si tu vas... C'est pas juste moi, il y a plein de personnes qui le font, mais je me souviens, j'étais aux funérailles du père d'un de mes amis, puis ben ouais, tu fais plein de fautes, tu dis la mauvaise chose au mauvais moment, puis ça te fait... Mais souvent, on rit, en fait, aux funérailles, et c'est humain, genre, on en a parlé, justement, on fait souvent le jeu de « tu préfères » avec des amis, et justement j'avais dit tu préfères rire à toutes les funérailles dans tous les moments les plus gênants ou un autre truc, et tout le monde m'a dit non mais à rire à toutes les funérailles, parce que c'est trop bien, et puis en plus ça permet justement de relâcher, et tout le monde le fait en fait. Mais oui, exactement, fait que c'est ça, c'est très très humain, c'est même pas juste moi, mais c'est peut-être moi qui s'en rend compte, je fais ah ouais, il y a trop de tension, c'est pour ça que je fais ça. Non mais c'est une bonne forme de déstressant, l'humour, je trouve. On parlait un peu des limites et d'humour. Tu combines dans tes sketchs les deux, puisque tu parles librement de BDSM et de ta pratique. Oui. Alors moi, j'ai trouvé ça hyper chouette, et surtout devant le public. Alors moi, le soir où j'étais, ça allait, c'était un public assez jeune, mais je me dis, le public suisse classique, comment il réagit justement à ces... Ils réagissent bien. Okay. Ils réagissent bien, mais c'est parce que je fais attention aussi. Je me considère nullement dans la vulgarité. Puis mon accent, c'est beaucoup sur la communication et le consentement, dans le fond. Puis, à vrai dire, non, ça a toujours, même à Montréal, ça a été bien reçu. Mais c'est peut-être aussi que je suis aucunement complexée. Je raconte toutes les histoires avec ma mère, là. Donc, tu sais, si j'en parle à ma mère, ça me dérange pas d'en parler à des inconnus. Puis, ben, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, souvent, ça l'engendre des conversations. Soit, j'ai des humoristes, surtout c'était à Montréal, il y avait quand même souvent des humoristes qui venaient me voir après, puis ouais, je suis un soumis, puis je dis, ah, ok! Salut! Puis là, puis après, on pouvait se raconter des histoires, parce que moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça tellement intéressant, le processus à travers lequel ils passent pour comprendre quels sont leurs fétiches. Et après ça, de les assumer puis de les verbaliser. Wow! Tu sais, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de réflexion, ça prend beaucoup d'acceptation de soi-même, surtout quand, par exemple, un homme qui doit être considéré comme étant fort, qui veut, à vrai dire, qu'une autre personne ait du contrôle. Il y en a qui veulent être un peu plus efféminés. Puis moi, je trouve ça fascinant. Je suis zéro dans le jugement, puis j'aime ça en parler par rapport à ça. J'ai jamais eu de mauvais retour. Puis c'est drôle, il y a même une fois, j'ai joué devant des personnes âgées qui avaient tellement pas les codes de stand-up. J'avais une dame à l'avant, première rangée, elle était adorable, mais elle riait pas, mais elle commentait mes blagues. « Oh, mais ça, c'est drôle! » Adorable. Puis je l'aurais faite parce que c'était... c'est un contexte où j'avais des blagues assez limitées, je pouvais pas faire certaines blagues que j'avais dans mon répertoire. Puis j'ai regardé l'organisatrice qui me connaissait bien, puis je fais
bon, ben, je vais faire BDSM. Puis là, je me suis mis à rire un peu parce que je savais que c'était pour parler de BDSM devant des personnes de 80 ans, 80 ans, en moyenne. Puis ben, ça l'a bien passé. Ça s'est passé, bien mais passé. Écoute, ils ont tellement de temps devant eux C'est vrai. À cet âge-là. C'est vrai. Pourquoi pas aller dans l'exploration? C'est vrai. Tu sais, tant que c'est consenti et communiqué avant, il y a plein de choses. Il y a tellement divers jeux qu'on peut faire dans le BDSM. Là, moi, je suis pas habillée en latex, puis je fouette personne, là. Non, mais c'est bien de déconstruire un petit peu le cliché, parce que forcément, on entend BDSM, on voit voilà, les gens avec les pommes dans la bouche attachés, les yeux égorgés de sang, qui en peuvent plus. Mais je pense pas que ça soit que ça. Et justement, est-ce que toi, ça te permet un peu de repousser tes limites, tout en ayant un peu une zone de confort avec le partenaire ou la partenaire? Ouais, mais j'apprends à me connaître. C'est que je savais pas, là en ce moment, ben, je suis une switch, donc je pourrais jouer les deux rôles, mais pour être une soumise, il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de confiance en le mec. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée dans une situation où je devais être dominante, où j'avais accepté d'explorer ça, puis je suis devenue très créative. J'avais plein d'idées de trucs que je pouvais faire, puis que je trouvais drôle, puis ouais, on préfère ça et ça et ça, puis je fais OK, attends, ça c'est quelque chose d'intéressant à explorer. Il y a aussi le côté où toute ma jeunesse, je dirais la première partie de ma sexualité, j'ai toujours cherché qu'à plaire à l'autre. Puis j'ai toujours beaucoup de difficulté à verbaliser ce que moi je voulais, puis je pense que je commençais même pas à avoir le questionnement à qu'est-ce que moi je veux, autre que je veux lui plaire. Et là, de me retrouver dans un contexte où je suis dominante et je dois verbaliser, fais ça comme ça, et ça me fait du bien d'être dans cet espace-là et c'est pour ça que je veux l'explorer en ce moment. Oui. Je ne suis pas rémunérée. Non, mais il y en a qui sont des professionnels qui sont rémunérés. Je prends pas l'argent, donc c'est ça, je peux pas me qualifier de travailleur du sexe, mais l'argent peut être un outil parce que potentiellement, on est en discussion en ce moment, j'ai peut-être un soumis qui est intéressé par ce qu'on appelle la findom, qui est la domination financière. Mais c'est bien, ça, c'est super. Ouais, mais il faut que ce soit fait de manière responsable. Donc, d'accord. Oui. Avant de commencer cette portion de la dynamique, je vais toujours avoir une conversation hors dynamique où on est à égal, puis dire « OK, mais attends, si tu veux que je fasse un peu de domination, donc que je dépense ton argent, j'ai besoin de savoir comme quel est ton budget, quels sont tes frais, dans quelle fourchette est-ce qu'on peut jouer. » Pour le faire de manière toujours du responsable. respect. Oui, exactement. Puis là, une fois qu'on s'est entendu sur certains trucs, ben là, après ça, on peut commencer à jouer. OK. Mais en fait, c'est une belle façon, en tout cas, ce que tu décris, c'est une belle façon, justement, de se découvrir un petit peu en termes de sexualité. Moi, je suis un peu comme toi. Je pense que ma première partie de sexualité, c'était vraiment plaire à l'autre. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je suis comme il faut? Est-ce que je devrais faire ci plus comme ça, aussi plus comme... Et en fait, on pourrait penser que le BDSM, ça va pas du tout nous aider à nous trouver et à trouver ce qui nous plaît. Mais finalement, est-ce que c'est comme ça que toi, tu trouves ce qui te plaît? Ben, je trouve certains aspects qui me plaisent. Pour moi, la sexualité, c'est un gros spectrum. Fait que t'as le côté plus vanilla, le côté plus vanille qu'ils appellent. D'un côté, t'as le côté un peu plus BDSM, il y a des trucs un peu plus hard de l'autre côté, puis on se promène, puis lorsque je fréquente un mec, ben, il y a pas besoin d'être dans le BDSM. Mais je lui dis, mais de toute manière, j'en parle sur scène, donc c'est difficile pour eux de passer à côté. Mais tu sais, comme par exemple, tu vois, le soumis, on a parlé de la dynamique un peu sans l'avoir activé encore pour la domination financière, mais il serait ouvert à l'idée de lui payer lorsque je suis en date avec un autre mec. Fait que là, j'espère pouvoir l'explorer. Je trouve ça très drôle. T'imagines, parce que ça serait premier rendez-vous avec le mec qui s'arrange pour payer. Je fais non, c'est moi. C'est moi. Puis là, il fait, mais je veux pas que toi tu payes. Mais c'est pas moi qui va payer non plus. Oui, donc en fait, ça permet vraiment d'engager une discussion. Là, t'as pas le choix que de discuter. Oui. C'est super. Mais le consentement, mais très, très, très important. Et là, j'en ai déjà un soumis. Puis là, c'est ça, je considérais en avoir un autre qui veut explorer des choses différentes. Fait mais les deux sont conscients qu'ils sont pas seuls. Puis si je fréquente un mec et s'il est pas à l'aise à l'idée que j'ai des soumis, ça c'est une conversation que j'ai déjà eue avec mes soumis potentiels ou soumis actuels.
pour ce qui est des relations amoureuses, où est-ce qu'on en est? Est-ce que toi, tu cherches à rencontrer quelqu'un? Si oui, je veux que tu me le dises, puis après ça, il faut voir comment on se sent par rapport à cette dynamique-là. Moi, je suis pas à l'aise d'être une personne cachée qu'ils entretiennent pendant qu'ils ont une relation amoureuse. Donc, s'ils sont pas célibataires, pour moi, je suis pas à l'aise. Donc, je le fais pas. Chaque personne a ses limites, mais si il est en couple, puis la meuf, elle est consentante, et je le sais... Faut voir comment je vais me sentir. Je me suis pas encore trouvée dans cette situation-là, mais pour moi, c'est très, très important, la transparence, et que tout le monde soit consentant, en fait. Oui, exactement. Ouais. Ok, et justement, c'était une question, parce que je me suis posé la question, comment tu dates quand le mec te voit sur scène et c'est déjà de base que tu pratiques le BDSM? Je ne date pas. Voilà. Mais j'aimerais bien rencontrer, mais la blague sur laquelle je dis que c'est difficile de rencontrer en tant que femme humoriste, ben c'est vrai. Puis en plus, je suis une femme humoriste, puis j'ai un côté business assez prononcé dû au comedy club que j'ai. Donc, ça fait un caractère, une personnalité assez forte qui peut peut-être, je crois, intimider certains hommes. Ouais, donc... puis toi, t'identifies vraiment le fait que... J'ai aucune idée. Ben, il y a ça, mais là, je suis en train de travailler sur mes styles d'attachement. Donc, j'ai lu, je suis en train de lire sur ça, puis j'ai un attachement très anxieux. Dû à l'enfance. Donc là, je suis en train de faire du travail sur l'enfant en moi. Je me suis fait une date avec mon enfant en moi. Je me suis acheté des bonbons. Puis j'ai regardé Peter Pan avec Robin Williams. Hey, il a bien vieilli, le film, quand même. Mais donc, j'essaie de me connecter avec moi. Donc, en ce moment, est-ce que je cherche activement à rencontrer? Pas trop, surtout avec mon spectacle. Je suis beaucoup dans l'introspection, puis je fais beaucoup de travail sur moi. Puis je crois que une fois que ça va être fait, je vais être dans une meilleure position pour voir quelle personne me convient ou pas. Mais lors des dernières dates que j'ai eues, j'ai toujours mentionné, même si c'était pas quelqu'un qui m'avait vu sur scène, comme « by the way », le BDSM est quelque chose que j'explore en ce moment. Ce n'est pas une obligation, mais sache que c'est là. Ouais. Ok, et justement, alors tu peux expliquer un peu ce que c'est l'attachement anxieux? Oh là là! Il faut que... Parce que même moi, en fait, je sais qu'on a différents types d'attachement, mais l'attachement anxieux, j'arrive pas à le... Ben, donc, il y a comme 4 catégories. Tu as celui qui est sécure, ce que, ils sont ennuyants, j'imagine. Non, c'est clairement pas de l'envie. Comme quoi, t'as eu des parents qui t'ont supporté toute ta jeunesse et t'as pu exprimer tes émotions, quoi. Chiant. Va. Non, mais c'est ceux qui sont en couple et qui sont heureux, là. Après, t'as les anxieux. Les anxieux, ils vont... c'est souvent la colle des relations, ils vont se donner beaucoup à l'autre, ils vont être capables de percevoir comment va l'autre et tout. Puis t'as ceux qui sont dans l'évitement, avoidant en anglais. Ça, c'est des personnes qui j'ai besoin de mon espace, puis quand j'ai des relations, ben là, ça m'étouffe, je me sens pas bien, puis les personnes, ils veulent juste... ils veulent quelque chose de moi, puis après ça, je finis par me perdre, puis après ça, t'as ceux qui sont désorganisés, donc ils ont un mix d'anxiété et d'avoidant ensemble. Écoute, t'aimes fort, je t'aime plus, ouais. Fort, je t'aime plus. Puis ce qui est super intéressant, c'est donc les personnes sécures, ils se mettent en couple souvent, mais après ça, t'as toujours le pairing, le jumelage entre la personne qui est anxieuse et la personne qui est dans l'évitement. C'est parce que deux personnes qui sont dans l'évitement ne se mettent pas en couple parce qu'il y a pas la colle, il y a personne qui fait l'effort pour la connexion. Alors là, t'as la personne anxieuse et la personne qui est dans l'évitement, ils se mettent en couple. Et là, à un moment donné, l'intimité, elle augmente. La personne anxieuse, elle est très heureuse. Et là, la personne dans l'évitement, elle fait « non, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'espace. » Alors là, elle va prendre un peu de recul. Et là, en tant qu'anxieux, on sent qu'il y a du recul. Mais là, on veut avoir la connexion parce que c'est ce qu'on a besoin. On est assoiffé de cette connexion-là. Donc là, on va offrir plus et plus pour essayer de plus soutenir cette personne-là pour avoir la connexion qu'on cherche tant à avoir. Et là, plus on est intense, plus la personne qui est dans l'évitement va s'éloigner. Et là, finalement, ça va finir par briser. Et là, on se renforce dans les deux blessure. Oui, parce que la personne anxieuse va dire tout le monde me laisse. Ouais. Je lui ai donné tout ce que j'avais, puis c'était pas assez. I'm not enough. Je suis pas assez ça. Là, c'est très très typique des anxieux. Okay. Et les avoidants, mais ils m'ont pas donné l'espace. J'avais plus rien. Je leur ai demandé de l'espace, ils m'ont pas donné. Puis alors moi, je suis très anxieuse. Je pense que je suis un peu de la team anxieuse. En vrai. Moi, j'aime bien coller. Mais
faire la colle, quoi. L'anxieux, oui, mais le problème, c'est que ça vient juste de notre estime de nous-mêmes. Puis c'est cette blessure-là de « je ne suis pas assez », là, quand on commence à la travailler, l'anxieux, après ça, devient un partenaire incroyable. Parce que si je suis capable de verbaliser quels sont mes besoins, si je suis avec une personne sécure puis que je lui dis « Hey, moi, là, tu sais, ça me fait plaisir d'être avec toi. Si tu m'écris, tu sais, good morning, bon matin, on dit au Québec, vous dites bonjour, vous, mais vous trouvez ça drôle quand je dis bon matin, mais si tu m'écris bon matin, le matin, là, moi, ça fait ma journée, ça me fait plaisir, je me sens vue dans notre relation. Il va te l'envoyer, le texto. La personne sécure va la personne avoidant, par exemple, dans l'évitement, elle va faire « Oh non, là, c'est trop, là, c'est trop intense. » Ben, c'est ça. Donc c'est à trouver qui on est, et puis surtout qui est l'autre, donc pour pouvoir après dialoguer et dire attends, est-ce que toi tu éviterais quelque chose? Est-ce que moi je suis trop? Non mais c'est bien. Puis le dernier mec que j'ai vu, tu vois, il était dans l'évitement. J'ai juste lâché prise. Oui. Et c'était la première fois que je perdais contact avec quelqu'un, puis je me disais pas tu sais, c'est de ma faute, c'est pas moi le problème. C'est lui qui veut pas se connecter, puis on a toujours le réflexe en tant qu'anxieux de faire une recherche sur Google, comment aider une personne qui est dans l'évitement. Puis c'est comme, non, mais c'est pas ta guerre. Pourquoi t'investirais de l'énergie, de ton temps pour être en couple ou en connexion avec une personne qui veut pas être en connexion avec toi? Évidemment, ça ne sert à rien. Et voilà. Mais ça va jamais servir à quoi que ce soit, là. L'autre, c'est pas là le problème, là. C'est pas dans le manque d'effort de ta part, là. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, ça se voit que t'es vraiment dans une démarche... pas thérapeutique, mais vraiment d'avancer sur ta personne, qui tu es, etc. Et je trouve ça beau. Enfin, merci. Non, mais vraiment, et même, je trouve ça... Pour parler encore des relations et tout, on a souvent, je sais pas, valorisé justement les gens en évitement, en disant « Waouh, c'est des, je sais pas, des bad girls, des bad boys, ils sont inaccessibles et tout. » Mais moi, je trouve ça de plus en plus sexy, en fait, les gens qui disent « Bah, moi, j'ai fait une thérapie. » Ouais. Non mais vraiment moi je trouve ça, je suis en mode waouh, tu es quelqu'un d'accompli, et ça je trouve ça attirant en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Mais oui, ou les personnes là, mets-moi dans ton agenda. Mon Dieu que c'est sexy. On se voit mercredi à 17h. Waouh. De la sécurité. Oui, exact. Quoi? Tu viens vraiment à 17h? T'es là à l'heure. Quoi, tu fais la réservation au restaurant. Eh mon Dieu. Non mais je suis d'accord. Mais moi j'aime les mecs qui sont gentils, à vrai dire. C'est ça. Dès que la personne est un peu méchante, moi je déconnecte complètement. J'aime beaucoup les personnes qui sont attentionnées, les petits gestes. Là. J'ai pas besoin de 3000 fleurs là, tu sais. Mais si tu fais un petit truc pour moi, ça va me faire vraiment plaisir. Et ouais, les personnes qui font de la thérapie, mais c'est surtout si on commence à faire de la thérapie, tu prends une certaine conscience de qui tu es. Puis après ça, de tomber avec une personne qui sait pas trop qui elle est. Oui, c'est difficile. C'est difficile, puis c'est difficile d'avoir des conversations stimulantes. Et oh, réveille-toi, va faire une thérapie. Mais tu vois pas, là, c'est gros, là. Hein. Ouais. Faut vraiment que t'en parles. Tiens, appelle ce numéro. Non, mais oui, carrément, je comprends. Mais je trouve que les codes, du coup, de la séduction et pareil, de la sexualité changent. Et ton approche avec le BDSM, du consentement et tout, enfin, je pense que ça peut aider en fait des gens qui écouteront et même même moi à poser les vraies questions sur remettre un petit peu de contexte et puis abandonner les clichés, se dire ok, qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça se passe pour le BDSM ou autre chose, hein, la thérapie, mais voilà, le date, le truc. Et je trouve ça bien. Justement, enfin. Tu dévoiles ton intimité sur scène, tu parles du coup de ta vulnérabilité, et tu me dis que quelque part ça te fait du bien. Est-ce que tes amis t'ont poussé à faire ça ou te poussent à faire ça? Ou est-ce que c'est vraiment de ton plein gré? C'est de mon plein gré. C'est mon plein gré parce que ça me fait du bien, parce que souvent, tu sais, on est tous là à se sentir seuls. Non, mais c'est vrai, on se sent tous seuls, mais on s'en parle pas. Puis c'est beaucoup ça derrière ça, c'est je vous parle de mes vulnérabilités puis comment je me sens, puis c'est beaucoup les femmes qui viennent me voir après mes scènes. Puis sont comme « Ah oui, c'est ça! » Puis c'est comme ça que je me sens. Fait que là, à chaque fois, je me fais rassurer que je suis pas folle, puis c'est comme « OK, non, on est tous là-dedans, puis on est tous seuls, ou on est tous insécures, on est tous anxieuses. » Ben, il y en a certains qui sont dans l'évitement, mais ça me fait du bien de connecter avec d'autres personnes puis de me dire « Ah, c'est pas moi le problème dans tout ça. »
il y a d'autres contextes, il y a d'autres environnements, il y a d'autres dynamiques qui sont plus grandes que moi, puis c'est pas juste de ma faute. Ouais, carrément. Puis avoir aussi des retours, je pense que ça t'aide et ça te porte. Justement, je voulais te lire une citation sur la création que j'ai lue il y a pas longtemps. Donc c'est Etel Adnan et elle est peintresse. Donc j'ai connu cette femme en lisant une newsletter. Et elle dit, dans la vie, il suffit de 2-3 personnes dont l'avis vous intéresse et ça vous aide souvent à continuer. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui t'aident à continuer? Ben, c'est beaucoup les autres humoristes. Beaucoup d'amis. Mes amis, c'est soit des humoristes ou beaucoup des personnes qui étudient la psychologie, étonnamment. Mais un humoriste, quand il est pas en train de performer, ça peut être un de tes meilleurs amis parce que ils ont travaillé aussi leur propre vulnérabilité. Ils t'offrent un espace pour communiquer où il n'y a pas de jugement. C'est beaucoup dans l'acceptation. Je peux partager des idées qui sont plus sombres que d'autres personnes auraient peur pour ça. Donc, des fois, quand je vais pas bien, je vais texter un autre humoriste, souvent. C'est mes amis j'appelle de première ligne. Donc, ces personnes-là, puis en plus de les voir, ces personnes-là travailler sur elles-mêmes, d'améliorer leur stand-up, d'aller chercher plus leur vulnérabilité à elles, ça me pousse, moi, à continuer à travailler sur les miennes. Trop bien. Bah, je trouve que c'est une belle manière de un petit peu conclure, puisqu'en fait, tu continues à travailler et tu as un spectacle en écriture. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour les gens qui ont trouvé ton profil chouette et qui aimeraient bien venir te voir? Mais c'est ça. Hey, j'ai même pas encore été capable d'écrire un texte pour décrire mon spectacle. Eh ben, c'est parti! Écoute, j'assume pas, c'est une pression que j'évite en ce moment. J'ai même pas été capable de donner un titre. Là, ça s'appelle Premier spectacle en rodage. Genre, la bien, meuf qui s'assume pas, je me suis posé la question, je me suis dit, quelle est la pression que j'ai pas besoin de me mettre en ce moment? Puis de un, c'était de trouver un titre et de deux, d'écrire un texte qui a de l'allure. Mais qui est pas fini encore, mais c'est de ça que je parle, justement, de cette espèce de vulnérabilité. J'essaie de me trouver moi. J'essaie de me trouver moi dans cette espèce de truc absurde. Tu sais, faut que t'apprennes à t'aimer, fine, mais là, après ça, tu te rends compte que c'est rendu une machine économique de t'aimer. Puis là, après ça, il y a tellement de choses qui coûtent cher dans ton processus de t'aimer. Puis là, t'es comme, mais peut-être que ces industries-là sont mieux quand moi, je m'aime pas parce que je me sens mal puis je dépense plus. Puis là, mais là, ils me disent que si je m'aime pas, je vais pas rencontrer quelqu'un. Fait que là, il y a personne qui va m'aimer. Je vais juste finir toute seule parce que je me suis pas acheté le bon gloss. Comme si tout est lié sans avoir de sens, en fait. Mais c'est ça, puis elle est où la porte de sortie, puis l'espèce de self-love, là, je suis en train de juste de dire les trucs sur lesquels j'essaie d'écrire en ce moment, j'ai pas de blague, mais le self-love qui est performé sur les réseaux de regarde comment je m'aime, mais si tu dis encore une fois que tu t'aimes, là, je vais commencer à en douter. Comme si je suis seule sur une île déserte, est-ce que je peux m'aimer? Et puis, est-ce que c'est la question? Mais tu sais, c'est ça, fait que je sais pas où ça s'en va, ce spectacle. Mais le processus, il est là, puis je me donne de l'espace, je me donne du temps pour essayer de voir, puis de creuser un peu plus, puis d'essayer de trouver. Mais donc, je le joue pour la première fois le 16 novembre à Lausanne, c'est à mon Comedy Club. Puis le 17-18 novembre au Caustic à Genève. Puis je le rejoue à Genève le 12-13 janvier. Au Caustic, encore une fois, puis j'ai pas fait la programmation de mon Comedy Club pour la saison prochaine, là, mais... Donc, certainement, encore une fois, à ton Comedy Club. Oui, puis sinon, suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram, là, Facebook, il est assez passif, là, je pense qu'il y a juste ma mère. C'est mes tantes et ma mère qui suivent ma page professionnelle Facebook. Je poste une photo, là, puis c'est des commentaires de tante, puis de mère, de « Oh, t'es belle! Hey, puis comment ça va? Ton oncle, là, il a fait ça. » Oh, mon Dieu! Bisous, tati! Ouais, exact. Bonne fête! Donc, on va... je mettrai tes réseaux sociaux dans la petite description, comme ça, pour aller voir les commentaires de Tata. Ouais, exact. Avec plaisir. Et puis, toutes les dates, je te ferai un petit paragraphe avec tout ce qui est possible de faire pour venir te voir. Cool. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu es prête pour le portrait européen? Je suis pas certaine d'avoir toutes les réponses, mais allons-y. Alors, si tu étais une ville européenne?
Mais je pense que ça serait Zurich parce que c'est encore la ville européenne qui détient la plus grosse partie de mon cœur. Oh, c'est beau. Si tu étais une spécialité culinaire. Ben moi, j'aime bien la raclette parce que j'aime le fromage, c'est suisse, mais j'aime l'ambiance de... On a un repas, puis il va durer longtemps, on va tous manger ensemble, cette espèce de moment-là que j'aime beaucoup partager. Ça prend pas beaucoup d'ingrédients, c'est pas compliqué. Tu peux pas me manquer une raclette. Normalement, non. Au pire, tu manques juste une petite palette de la raclette, là, mais tu peux pas comme gâcher une raclette entière. Ouais, c'est forcément une réussite. Ouais. Ok. Si tu étais une boisson. Alors, le whisky. Le whisky, j'aime beaucoup, beaucoup le whisky. Écossais? Oui. Ok. Je suis très dans Speyside ou le Highlands, si on parle de la région de l'Écosse. Okay. J'ai été à Édimbourg rapidement, là, puis j'ai fait un peu de stand-up là-bas. Ce que j'aime du whisky, c'est que celui que j'aime, là, je sais qu'il vient en cocktail. Parfois, je prends des old fashioned, mais il se présente tel qu'il est, à la température de la pièce. Moi, je prends pas de glaçons, je prends rien. Puis il y a une certaine complexité. Le whisky te ment pas. Puis c'est un truc que je retrouve aussi beaucoup chez les personnes qui boivent le whisky. Fait que j'aime la boisson, mais j'aime aussi les personnes qui la consomment. Ok. Et enfin, si tu étais un lieu touristique en Europe. Moi, j'aime bien... C'est pas un lieu touristique, mais la Limmat. C'est quoi? C'est à Zurich, là. Donc, c'est la Limmat. Puis je vais courir là quand même beaucoup. Sinon, le lac Zurich, qui est un endroit où... Mais le lac Léman, tiens, je vais donner un peu quelque chose à Lausanne qui m'accueille avec mon Comedy Club. Là. Le lac Léman, je le trouve vraiment... Il me ressource beaucoup. Oui. Ah, j'en ai un autre aussi. Je m'excuse, j'en donne plein. Hein. Le Pilatus à Lucerne. Ok, je connais pas. C'est une grosse montagne. Ouais. Puis ça, c'est quand, avec le mec pour lequel je suis venue en Suisse, on a rompu. J'ai commencé à hiker. Ok. Puis je partais toute seule. Puis, tu sais, j'étais dans un pays qui était pas le mien. Je recommençais ma vie à Zurich. Tu sais, t'as le Berndeutsch, le dialecte de Berne, puis t'as le Zürichdeutsch. Il a tout fallu que je réapprenne la langue, les lieux et tout. Puis ce que je faisais, c'est que j'allais hiker. Donc, le matin, j'étais au bas d'une montagne, puis à la fin de la journée, j'étais en haut. Puis j'avais ma nourriture, j'avais ma boisson, puis je pouvais juste me répéter « Je me suffis, je me suffis, je me suffis ». Puis j'arrivais en haut, puis justement, le Pilatus, c'était une des montagnes que à chaque fois, j'avais un questionnement assez difficile. Oui. Je commençais en bas, puis c'est 4 heures de montée intense. Mais à la fin, j'avais réussi à avoir des idées plus claires. Ouais, fait que je te dirais peut-être le Pilatus. Puis il y a plein de touristes là-bas. Fait que c'est sûr que ça compte comme un lieu touristique. Oui, ça compte. Ouais. Ok, bon trop bien. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. Et puis à très vite dans ton Comedy Club, j'espère. Oh, volontiers. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, toutes les informations sont en description. Je vous invite également à suivre Vanessa, qui poste régulièrement ses spectacles et ses dates. Pour le moment, je vous dis à bientôt et à très vite.